Je voudrais souhaiter la bienvenue à Véronique et à toute l'équipe du FNRS. Je pense que c'était il y a 3 ans que tu étais venue la dernière fois, Véronique, et c'est aussi très utile de pouvoir voir physiquement les gens qui, au FNRS, s'occupent de nos dossiers. Mais vous avez aussi l'occasion ici de voir physiquement les gens qui, à l'administration centrale, s'occupent aussi des dossiers en rapport avec le FNRS. Alors, il y a l'équipe de l'ADRE que vous voyez ici. Donc, vous connaissez tous Anouk Distelmans, hein. Vous connaissez probablement aussi Bernadette Dubus, c'est celle qui est à la gauche d'Anouk. Là, vous la voyez peut-être moins souvent. Elle est là, voilà, elle est à l'extrême droite ici. Alors, vous avez l'aide administrative de Valérie, de David, d'Ingrid, qui n'est pas sur la photo, mais qui est là, et de Karine. Vous avez Sarah et Elisabeth, je pense qu'elles sont là aussi, et voilà, elles sont là qui s'occupent essentiellement des questions de mobilité, et vous avez Pierre qui s'occupe des Eranettes, et enfin Muriel, c'est la deuxième en partant de la gauche, et Muriel, je l'ai vue tout à l'heure. Elle s'est désolidarisée du reste de l'équipe d'Adré. C'est la juriste qui s'occupe de tous les problèmes juridiques, mais il n'y a jamais de problème juridique avec le FNRS, enfin pas beaucoup. Alors, on a aussi invité les personnes de l'équipe d'ADFI, et ça, c'est surtout l'équipe de Cécile Siby, que vous voyez ici. Cécile, c'est celle qui est au premier plan sur la gauche, avec toute son équipe. Ça, c'est toutes les questions financières, et donc c'est grâce à eux que ça roule en général très bien. Et aussi, on a quelques personnes de notre nouvelle administration des ressources humaines, ARH. On m'a juste mis sur la photo Béatrice Hermans et Isabelle Delair qui gèrent notamment toutes les questions de maladies pour les mandataires FNRS non permanents et les problèmes, les questions aussi de mobilité. Mais il y a d'autres représentants de ARH que j'ai vus tout à l'heure dans l'Assemblée ici. Donc c'est l'occasion aussi de pouvoir poser des questions aux personnes de l'administration centrale et aux personnes du FNRS. Voilà, je ne veux pas être plus long et je vais tout de suite donner la parole à Véronique qui va nous présenter l'évolution du FNRS ces dernières années. Merci beaucoup. Merci d'être là en qualité, à défaut d'en nombre. C'est pas grave. Donc comme l'a dit le recteur, nous avons fêté en fait nos 90 ans l'année dernière. Il y a eu une cérémonie officielle en présence du roi et cette soirée fondamentale du 5 décembre à laquelle peut-être un certain nombre d'entre vous étaient présents. Et donc on s'est dit que c'était quand même une bonne opportunité de continuer, d'aller dans les universités pour rencontrer les chercheurs et pour représenter un bilan des actions et de l'évolution des instruments et de la politique. Alors en fait, ça va comme ça? Oui. Ok. Donc 90 ans après sa création, le FNRS est toujours un organe important pour la recherche en communauté française. Et peut-être que certains ne le savent pas assez, lorsqu'on a été créé, c'était un modèle tout à fait, pas révolutionnaire, mais très pionnier. Par exemple, le CNRS n'était créé que 12 ans plus tard, ou le Fonds de la recherche en Suisse dans les années 50. Et depuis le début, le FNRS, c'est une agence qui organise le financement de la recherche fondamentale, basé sur des appels à projets, des appels à candidats, qui viennent des chercheurs des universités, avec une sélection très compétitive basée sur l'excellence et des décisions telles qu'elle est évaluée par de pairs et des décisions d'octroi qui ne dépendent pas de l'université de rattachement des projets et des chercheurs. Ça, c'est vraiment l'ADN du FNRS, encore maintenant. Et donc, pour remplir ces missions, nous organisons des appels à projets. Nous mettons en œuvre les procédures d'évaluation, nous assurons la gestion administrative et financière de l'ensemble, nous réalisons beaucoup d'analyses pour faire évoluer nos règlements, nos instruments, notre politique scientifique. On essaye d'aider les chercheurs à s'insérer dans les réseaux internationaux et puis on développe aussi de la communication et l'événement d'aujourd'hui fait partie de cette branche-là. Pour ne pas faire trop long, je ne vais pas présenter ce film, mais nous avons réalisé un petit film de 6 minutes sur les couloirs et coulisses du FNRS, qui a d'ailleurs été projeté lors de la soirée du 5 décembre. Et là, ce sera l'occasion pour vous d'avoir une idée du fonctionnement quotidien et de visage de mes collaborateurs, dont certains d'ailleurs sont ici présents dans l'aile. Donc, vous avez pu les rencontrer. Oui. Et si vous regardez le film qui est disponible sur FNRS TV, vous pourrez par exemple voir que Madame Frazel existe vraiment.
parce que vous recevez des milliers de mails d'elle au fil du temps. Eh bien, oui, elle est là et elle est filmée et elle parle à la caméra. Donc, je vous invite à le consulter. Alors, notre premier métier, c'est sûr, ce qui est au cœur de notre métier, c'est l'évaluation. Et donc, je crois que la plupart d'entre vous l'ont expérimenté ou l'expérimenteront un jour, mais je pense qu'il y a des aspects qui sont peut-être méconnus, qui méritent d'être développés, présentés. Alors, la procédure générale, ça, vous la connaissez, c'est celle des standards internationaux comme à l'ERC, on utilise une plateforme informatique, il y a une première étape d'évaluation à distance par des experts pointus, et puis des réunions de commissions scientifiques, et enfin, des décisions de financement qui sont prises par le conseil d'administration. Par contre, j'aimerais revenir un peu sur cette première étape d'évaluation à distance. C'est très importante et je sais que c'est quelque chose qui pose parfois question. Donc typiquement, chaque dossier, chaque candidat va recevoir 4 rapports d'experts scientifiques pointus. Alors pour cela, nous avons mis en place au FNRS une cellule d'analyse et de prospective stratégique qui est composée de scientific officers, qui sont des gens qui ont fait une thèse de doctorat dans des domaines variés. Et donc ils vont recruter au cours de l'année, de façon continue, des experts pour enrichir notre base de données, pour avoir un choix suffisamment large lorsqu'on reçoit des projets, pour trouver les experts adéquats par rapport à la thématique du projet. Alors, ils identifient et sélectionnent ces experts en tenant compte de leur domaine, des publications scientifiques, de prix éventuels, de leurs fonctions, de leur expérience, parce qu'évidemment, on ne va pas donner un jeune expert lorsqu'il s'agit de donner un avis sur un projet de candidat chercheur qualifié. Donc on tient également compte de cela. Donc lors de chaque appel, ils font ça, c'est ce qu'on appelle le matching. Alors on a un taux de réponse positif d'à peu près 65%. Mais ensuite, une fois qu'ils ont fait ce projet, les présidents de chaque commission scientifique vont valider les choix qui leur sont proposés par le FNRS et peuvent compléter ou demander des expertises complémentaires, supplémentaires. Et in fine, je pense aussi que la légitimité de ces experts, finalement, la qualité de leurs travaux, la pertinence de leurs choix, en fait, elle sera in fine validée par les pairs, c'est-à-dire par les membres des commissions scientifiques, puisqu'ils vont lors de leurs travaux, recevoir les rapports des experts à distance. Ils auront le nom de ces experts, ce qui n'est pas le cas, votre cas pour raison de confidentialité, mais les membres des commissions connaissent les noms, donc ils peuvent vérifier les CV et la qualité de ces experts. Vous voyez ici une carte du monde, on a à peu près 12 000 experts actuellement, et vous voyez les pays d'attachement de ces experts, colorés donc du mauve foncé au rose clair par ordre décroissant d'intensité du nombre d'experts dans les pays. Donc on voit qu'on a énormément d'experts aux États-Unis, au Canada, en Australie, en Espagne, en Suède et en Angleterre. Alors l'autre étape importante, c'est les travaux des commissions scientifiques. Donc on en a 14. Leur composition est fixée par le conseil d'administration sur proposition du COMA. Ça, c'est peut-être quelque chose qui n'est pas assez connu. Donc, nous avons un comité d'accompagnement que j'ai eu le malheur au début d'appeler COMA, ce qui fait que, oui, quand je dis je sors du COMA, les gens me regardent toujours en se disant c'est pas très drôle, mais le COMA, c'est le comité d'accompagnement avec 12 membres des universités qui sont répartis selon les domaines scientifiques et qui sont assistés dans leurs travaux par les scientific officers du FNRS. Donc, chaque membre... Donc, il y a l'équilibre des domaines. Ils vont donc faire des recommandations au conseil d'administration pour les compositions des commissions scientifiques, des jurys FRIA et des jurys FRESH. Donc, chaque commission scientifique, il y a 9 membres internationaux, dont le président, avec des mandats de 3 à 6 ans, et puis 6 membres de la communauté française, d'université de la communauté française, avec des mandats d'1 an renouvelables 3 fois, et puis on peut revenir par la suite. Ce système nous permet d'assurer à la fois une mémoire des commissions scientifiques, une stabilité, mais aussi un renouvellement, ce qui est important pour aussi parfois favoriser l'émergence de nouvelles thématiques ou d'autres idées. C'est intéressant. Alors, vous voyez ici quelque chose que seuls les membres des commissions scientifiques ont déjà vu, et je crois que c'était utile de l'expliquer pour que vous voyez bien comment cela fonctionne. Donc ici, c'est typiquement un tableau qu'on projette pendant les commissions scientifiques. Alors, chaque ligne, ça correspond à un expert à distance. Ici, pour des raisons de confidentialité, j'ai colorié le nom, mais normalement, dans les commissions, on voit le nom de l'expert en question. Donc, vous voyez qu'on en a 4. Chaque colonne correspond à, d'abord, la deuxième colonne. Dans la première colonne, c'est le nom de l'expert. La seconde, c'est le degré d'expertise de l'expert tel qu'il s'auto-évalue lui-même par rapport au projet
dont il est chargé de l'évaluation. Puis on a là 3 ou 4 colonnes, ça dépend des instruments, qui reprennent les notes données par chacun des experts. Et puis une moyenne à titre indicatif. Vous voyez que les notes sont colorées du vert froid à un orangé sombre lorsqu'on passe du A+ au C. Donc ça permet, par ce système, de voir très rapidement s'il y a des divergences entre certains des experts. Donc par exemple, là, on voit directement que le premier expert a côté de manière significativement plus basse que les autres. Et donc le rôle du rapporteur à ce moment-là, qui est la dernière ligne, lui, il aura analysé finement le projet, il y a aussi un co-rapporteur, le projet et les rapports des experts, sera d'alimenter le débat et de faire une proposition. Alors la proposition, ici, vous voyez, qui n'est pas forcément la moyenne des experts. Ça, je crois que c'est très important d'avoir ça en tête. Il propose, par exemple, pour le critère 1, qui est la qualité du candidat, il propose un A, alors que la moyenne aurait été un A-. Et donc, c'est le rôle du rapporteur de faire cette proposition et d'expliquer pourquoi il l'a fait. Et puis, alors, on peut aussi cliquer sur les cases, mettre en évidence quel commentaire a été donné par l'expert. Par exemple, oui, vous proposez un A, mais le premier expert a donné un B+. Voyons ce qu'il voulait dire par là. Et donc, il y a des discussions qui s'articulent autour de tout cela en commission scientifique. Ensuite, deuxième aspect de l'exposé, c'est la gouvernance. Je pense qu'il est aussi important de mettre en évidence qu'elle inclut les chercheurs et les académiques à différents niveaux. Donc au niveau d'évaluation, je viens de mentionner les commissions scientifiques, il y a aussi des jurys FRIA avec 35 jurys de chacun, 6 à 8 membres académiques, et puis 2 jurys fraîches avec 9 membres chacun académiques de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Mais surtout aussi au niveau de la gouvernance, nous avons donc au niveau du conseil d'administration du FNRS et des fonds associés, les 6 recteurs, dont le président, les vice-recteurs recherche pour les institutions complètes, 2 directeurs de recherche du FNRS siègent aussi au CA. J'ai déjà mentionné ce comité d'accompagnement. Nous avons aussi, depuis quelques années maintenant, l'ECN, qui est un organe de concertation et de négociation. Il y a 11 membres effectifs, dont 7 chercheurs du FNRS. Et on y traite, dont un qui est ici présent en tout cas. On y traite des questions relatives au statut des chercheurs, aux conditions de rémunération, aux conditions de congé de maladie, au mode d'évaluation quinquennale, etc. Et puis, non, il y en a 2 d'ailleurs. Et puis nous avons aussi, vous avez mis en place des comités de contact locaux qui nous reviennent parfois avec des recommandations, des questions, des interrogations. Alors quelques chiffres clés. Donc en 2017, on parle d'un budget de 180 millions d'euros pour le FNRS et ses fonds associés, avec un peu moins de 160 millions qui viennent de subventions publiques. Le reste correspond à du mécénat, les 20 millions, et dans ce mécénat, Télévis prend une place importante pour 11 millions en 2017. Alors, dans ces subventions publiques, c'est principalement la Fédération Wallonie-Bruxelles pour 69%, puis l'État fédéral pour 21%, et puis la région Wallonne, ça fluctue d'année en année, mais c'est autour de 5%, et la Loterie nationale également 5%. Alors c'est un niveau de financement important quand même, je veux dire, 180 millions d'euros, ça n'est pas rien, mais il faut bien réaliser que le FWO, notre équivalent flamand, ils ont 400 millions d'euros. Donc on est dans un rapport 400-200 millions, alors que le rapport de population, c'est 60%, 40%. Donc légitimement, on devrait pouvoir être mieux financé. Ensuite, en termes de politique scientifique, on essaye de mettre à disposition des chercheurs, des académiques, un ensemble d'instruments de financement qui sont complémentaires. L'idée étant d'essayer de répondre au maximum aux besoins des chercheurs et de la recherche dans les limites des contraintes budgétaires que vous devinez quand je vous donne ces chiffres précédemment. Ici, vous avez une vue graphique de tous nos instruments de financement. Donc, chaque carré correspond à un instrument. Par exemple, en bas, c'est les chercheurs permanents. Au-dessus, vous avez les fraîches, les aspirants, les FRIA, les chargés de recherche, etc. Et la surface de chaque carré est directement proportionnelle au coût budgétaire de cet instrument annuellement. Et donc, ça vous permet de voir que les 2/3 de ce carré, à gauche, eh bien, ce sont des bourses et des mandats. Et ça, c'est une spécificité du FNRS. On consacre une partie importante de nos ressources financières à des salaires de chercheurs. Puis, le tiers de droite,
ce sont tout ce qui sont crédits, équipements, projets de recherche, etc. Et puis vous avez une petite colonne à droite qui correspond aux ERANET, la mobilité. Et donc je vais revenir... donc la surface globale du carré, ce sont les 180 millions que j'évoquais avec la répartition par instrument. Si on regarde au niveau des bourses de doctorat, c'est-à-dire les aspirants, les FRIA et les FRESH, donc comme vous savez, pour la plupart, il y a 3 façons effectivement d'obtenir un contrat doctoral avec le FNRS. C'est soit le FRIA qui est réservé aux disciplines liées à l'industrie et à l'agriculture, le FRESH en sciences humaines et sociales, et l'aspirant qui couvre tous les domaines. Ce sont des instruments complémentaires qui ont des calendriers complémentaires en quelque sorte, ils ne sont pas alignés, et je crois que c'est au bénéfice des candidats, et avec des procédures de sélection spécifiques, puisque les aspirants du FNRS, c'est sur dossier excellence scientifique, les FRIA et FRESH, c'est aussi l'excellence scientifique, mais avec une étape d'interview, et avec aussi un intérêt donné aux valorisations industrielles potentielles ou à l'impact sociétal. Alors vous voyez sur ce diagramme l'évolution sur les 8 dernières années du nombre de candidats sur les 3 instruments globalisés. Donc on voit grosso modo, c'est en bleu qu'on a à peu près 900 candidats doctorants par an. Et puis en mauve, vous voyez l'évolution des octrois, et c'est à peu près 250 octrois par an. Cela nous donne des taux de succès moyens d'à peu près, donc des taux de financement d'à peu près 30%. C'est-à-dire qu'un candidat sur 3 sera en moyenne financé. Ces taux de financement ne sont pas forcément exactement les mêmes pour chacun des fonds, puisque ça dépend du nombre de candidats et de l'enveloppe budgétaire du fonds considéré. Donc ça, c'est une moyenne à travers les 3. Ce sont des taux qui ne sont pas si mauvais que ça, si on compare avec d'autres pays, 1 sur 3. Mais évidemment, je reviendrai plus tard, il y en a des très bons qu'on n'arrive pas à financer dans ce cadre budgétaire. Il est intéressant aussi de voir la répartition de ces doctorants entre les domaines scientifiques, puisqu'on a les FRESH, les FRIA et les aspirants. Donc là... dans le reste de l'exposé, on a pris ce code couleur que vous voyez dans le bas à droite de la diapositive. En bleu, ce sont les SEN, c'est-à-dire les sciences exactes et naturelles. En vert, ce sont les SHS, c'est-à-dire les sciences humaines et sociales. Et en rouge, SVS, les sciences de la vie et de la santé. Et Foresight, le développement durable, en beige. Et donc, vous voyez la répartition de nos 1600, quelques 1600 doctorants en fonction au 1er janvier 2018. Et vous voyez que c'est relativement équilibré. On a à peu près 30% qui sont en sciences de la vie et de la santé, 30% en sciences humaines et sociales, et 39% en sciences exactes et naturelles. Ce dernier chiffre reflète le nombre important de candidats, mais surtout le soutien financier important accordé par le FRIA. Alors, au niveau des chargés de recherche, qu'est-ce qu'il en est? Alors, ici, on a un seul instrument, mandat de chargé de recherche de 3 ans, ouvert à tous les domaines scientifiques. Vous voyez à nouveau en bleu l'évolution du nombre de candidats au cours des 8 dernières années, et vous voyez qu'il y a une croissance très importante qui a eu lieu entre 2010, 2011 et 2014, avec maintenant, depuis plusieurs années, une stabilisation autour d'à peu près 450 candidats par an. Alors cette croissance provient d'une augmentation forte de candidats venant de l'étranger, et cette même augmentation résulte probablement de 2 facteurs. D'une part, le fait qu'on autorise le dépôt des dossiers en anglais, et d'autre part, le fait qu'on a simplifié les règles d'éligibilité. Ça, c'était à la demande des universités. Avant, il fallait une attestation officielle de reconnaissance d'équivalence de doctorat. Maintenant, on demande simplement une copie du diplôme. Alors, les octrois, vous les voyez en mauve, ont connu une petite diminution pour raisons budgétaires et sont assez stables ces dernières années, autour de 90 octrois par an. Mais il faut bien réaliser qu'à partir de 2012, ces mandats qui étaient avant octroyés pour une durée de 4 ans ont été octroyés pour une durée de 3 ans. Ça veut dire qu'une fois qu'on était en régime à partir de 2015, c'est comme on avait en régime un quart de post-doc en moins. Et là, c'est-à-dire ça résultait du fait qu'on était forcé à faire des économies budgétaires. Donc c'était une façon de le faire. Donc on a perdu quelque part ces 25% de force de travail au niveau postdoctoral. Alors en termes de taux de succès, vous voyez que ça s'est effondré et qu'on tourne autour de 20%, c'est-à-dire qu'un candidat sur 5 est financé. Ce que personnellement je trouve vraiment un peu faible. Mais à nouveau, ce sont des raisons budgétaires qui nous amènent à ces chiffres. En ce qui concerne les domaines scientifiques, donc il y a eu... donc vous voyez ici l'évolution des candidats
chargés de recherche, suivant les grands domaines scientifiques. Donc en vert, la courbe supérieure, ce sont les sciences humaines et sociales, puis les sciences exactes et naturelles en bleu, et les sciences de la vie et de la santé en rouge. Et on voit une énorme augmentation du nombre de candidats en sciences humaines et sociales à partir de 2014 en particulier. Alors cela a amené quoi? En fait, la politique d'octroi est la suivante. On regarde, on a un budget, on a un nombre de candidats, on sait qu'avec ce budget, on va pouvoir financer X candidats. Cela se traduit par un taux de succès global au niveau de l'instrument, et on distribue ce taux de succès devant chaque commission scientifique, parce qu'il est impossible de comparer des résultats de commissions scientifiques. Et donc, ça a amené, évidemment, les commissions où il y a beaucoup de candidats ont beaucoup de mandats de manière proportionnelle. Ça a amené à ce que le nombre d'octrois de chargés de recherche en 2014-15 représente plus de la moitié, plus de 50% de ce qu'on octroyait. Donc là, il y a une réflexion au niveau du conseil d'administration avec la réflexion que c'était peut-être un tout petit peu disproportionné à ce niveau-là, et donc il fallait un peu rééquilibrer. Donc une décision a été prise que dorénavant, les mandats seraient distribués pour moitié en réponse au nombre de candidats, proportionnellement à la demande, et pour l'autre moitié suivant une clé donnée par le European Research Council, donc le Conseil européen de la recherche, qui est quand même plus proche de nous au niveau de ces instruments ou le fait d'un support et une recherche fondamentale. Alors, ceci étant, vous voyez que voilà le résultat des chargés de recherche en fonction. L'idée n'était pas que tout le monde ait 30%, mais l'idée était simplement d'un petit peu rétablir plus d'équilibre, et donc on a toujours un nombre important de chargés de recherche en sciences humaines et sociales, puisque ça représente 41%, mais avant c'était 50%, et on a 34% en sciences exactes et naturelles et 23% en sciences de la vie et de la santé, où il y a significativement moins de candidats. Alors au niveau des chercheurs permanents, vous voyez que ça représente à peu près un quart de notre budget, hein, ce carré, la surface du carré. C'est aussi une spécificité du FNRS, puisque les Flamands FOIO ont supprimé ces mandats. Alors je vous rassure, les positions du FNRS n'ont jamais été d'envisager de supprimer ces mandats, ça n'a même jamais été évoqué au niveau du conseil d'administration. Il est évident que ces mandats sont très importants pour le développement de la recherche, pour les carrières des chercheurs et pour les universités également. Vous voyez par contre ici l'évolution du nombre de chercheurs permanents en fonction au FNRS. Et donc vous voyez qu'en fait, entre 1990 et 2000, il y a une création importante parce qu'il y avait eu un plan de refinancement du FNRS par la Fédération Wallonie-Bruxelles. Il y avait à peu près 20 nouveaux mandats nommés par an. Ce n'est plus le cas depuis maintenant plus de 10 ans. Donc ça veut dire qu'en termes d'octroi, ces octrois ont dû diminuer puisqu'on ne crée plus de postes. Je vous rappelle qu'un poste de chercheur qualifié, chaque université a son nombre de postes et on peut recruter de nouveaux chercheurs lorsque des postes se libèrent. Et lorsqu'ils se libèrent, pourquoi? Soit pour départ à la retraite, soit pour démission, ou soit, et c'est le cas le plus fréquent, parce que l'université a décidé d'académiser le chercheur, c'est-à-dire il démissionne au profit d'un poste dans le corps académique, et je dois dire que l'UCL est une des universités qui a développé le plus cette politique, qui était une politique importante, parce que c'est le modèle de départ, c'était l'idée de pouvoir, après un certain moment, devenir chercheur académique, et pour libérer un poste, pour pouvoir de nouveau engager des jeunes. Alors, donc vous voyez ici l'évolution du nombre de candidats, c'est toujours entre 115 et 135 par an, mais avec des octrois qui avant étaient parfois au-delà de 20 par an, qui se sont un peu écroulés. L'année dernière, par exemple, c'était 12 nouveaux chercheurs que nous avons pu engager. Alors, le taux de succès donc est faible, c'est de l'ordre de 1 sur 10. Et la répartition entre domaines et entre postes est intéressant. Entre domaines, pourquoi? Parce que c'est du pur bottom-up. Chaque université développe sa propre politique et engage dans les secteurs qu'elle souhaite engager les gens qui ont été classés comme excellents, outstanding par les commissions scientifiques. Et donc, a priori, il n'y a pas de concertation. On pourrait imaginer que ce ne soit pas aussi équilibré. Et quand on regarde, on a à peu près un tiers de chercheurs qualifiés dans chacun des 3 grands domaines, un peu plus en sciences exactes et naturelles, mais on a beaucoup plus de candidats dans ce domaine-là, plus de la moitié à peu près des candidats. Alors, ces chercheurs peuvent être chercheurs qualifiés au départ, et puis postuler une promotion comme maître de recherche, et ensuite directeur de recherche. Vous voyez la répartition, la moitié sont chercheurs qualifiés, un quart maître de recherche et un quart directeur de recherche. Et donc, en moyenne, on devient chercheur qualifié vers 33 ans. Les académisations, c'est souvent
en moyenne, à nouveau, vers 41 ans. On a peu de retraites par an pour le moment, quelques-unes, 4-5 en moyenne, à nouveau. Ça, c'est une information sans doute importante. Il y a des évaluations quinquennales auxquelles sont soumis ces chercheurs permanents, et elles sont positives sans réserve pour plus de 96%, ce qui est rassurant. Ça montre qu'on a des chercheurs qui sont vraiment très bons et dont la qualité du travail est reconnue. On a des promotions, comme j'avais évoqué, avec des taux de succès aussi très élevés. 88% qui sont promus maîtres de recherche lorsqu'ils postulent, en moyenne, et 71% directeurs de recherche, ce qui, en soi, n'est pas étonnant. Ça traduit à nouveau la qualité et l'excellence de ces profils. Un lauréat sur 2 du prix Franqui ou de l'ERC est mandataire des FNRS, et les mandataires des FNRS ont un taux de succès plus élevé dans nos appels, par simple résultat de bottom-up, à peu près 10% plus élevé. Alors maintenant, on a aussi donc des mandats de chercheurs cliniciens qui sont très importants, mais par manque de temps, je ne vais pas les aborder. Et je vais passer plutôt aux instruments crédits projets. Donc on a reprécisé les 3 instruments principaux pour qu'ils soient complémentaires et couvrent le spectre des besoins de la recherche et des chercheurs. Donc les CDR, ce sont des crédits modestes, 60 000 euros sur 2 ans pour uniquement des frais de fonctionnement. Mais ils peuvent aussi être complémentaires aux bourses et mandats pour lesquels on n'a pas toujours le crédit de fonctionnement suffisant. Ils peuvent être utilisés aussi pour lancer des recherches exploratoires, par exemple. Et l'idée ici, c'est vraiment qu'ils soient accessibles à un très grand nombre de chercheurs. L'objectif de cet instrument, on sait que les universités sont sous-financées. C'est vraiment financer un maximum de chercheurs pour qu'ils puissent exercer réaliser leurs projets. Et donc, c'est pour cela que volontairement, le conseil d'administration a choisi d'appliquer des taux de succès très élevés, entre 40 et 80%, suivant les recommandations des commissions scientifiques, évidemment. L'objectif à terme, donc actuellement on a 220 bénéficiaires, mais l'objectif à terme, ce serait même de doubler la durée de ces CDR, de les porter directement à 4 ans, ce qui en régime du croisière nous amènerait, on doublerait le budget, nous amènerait à doubler aussi le nombre de bénéficiaires. Les MIS, ce sont des mandats d'impulsion réservés à des chercheurs qualifiés juniors ou académiques juniors pour les aider à développer leur groupe de recherche. C'est plus important, c'est jusqu'à 300 000 euros sur 2 ans. Là aussi, les taux de succès sont volontairement élevés parce qu'on pense que c'est très important d'aider un jeune qui a été recruté il n'y a pas très longtemps, de booster le développement de ses activités et de son groupe de recherche. On a 26 MIS actuellement en cours. Et puis les PDR, projets de recherche, c'est un peu pour des chercheurs un peu plus confirmés, peut-être, surtout parce que le taux de succès est plus faible aussi. On octroie jusqu'à 450 000 euros sur 4 ans. On peut recruter du personnel, ce qui n'est pas le cas des CDR, et des taux de succès donc autour de 20-25%. On en a 300 actuellement en cours. Mais donc l'objectif en fait de ces 3 instruments, c'est d'assurer un financement minimum à un très grand nombre de chercheurs, de donner un effort particulier aux jeunes et d'être aussi attractif pour les stars avec des PDR qui permettent d'aller plus loin dans l'ambition, en tout cas de volume d'un projet. Alors, maintenant, j'aimerais mettre en évidence les projets collaboratifs internationaux et en particulier les ERANET. Donc, à partir de 2014, le conseil d'administration a décidé de participer à tous les appels ERANET organisés donc, par l'Union européenne pour coordonner la recherche, pour attaquer les défis sociétaux et réduire la fragmentation. Donc on a ainsi financé des dizaines d'appels à projets organisés par ces réseaux, avec des domaines très variés, la cancérologie, les maladies rares, l'Afrique, les matériaux, la résistance aux antibiotiques, l'urbanisme, les sciences humaines. Et donc là, on donne à ce moment-là 200 000 euros pour 3 ans à peu près, mais ça permet aux chercheurs d'être dans un projet où 5 ou 6 autres agences, voire plus, ont donné la même somme. Et donc, le chercheur se retrouve dans un projet international où la masse totale du projet est d'1,2 million. Donc, ça donne aussi des effets de levier ou d'atteinte à des masses critiques intéressantes. Et nous avons un National Contact Point qui fournit donc aux chercheurs désireux d'introduire un projet à ERC ou Marie Curie une aide en termes d'information, une aide en termes de conseil, et aussi une aide financière par rapport au coût qu'il doit investir, l'argent qu'il doit investir pour monter son projet. Alors, les chercheurs vous tous, de la communauté française ont une tradition importante de collaboration internationale. Donc, vous voyez ici, on a regardé les publications des chercheurs des universités, de la Fédération Wallonie-Bruxelles et des hôpitaux universitaires.
Et sur l'ensemble des publications, en moyenne sur les 10 dernières années par exemple, 62% des publications telles qu'elles sont référenciées dans Scopus impliquent au moins un co-auteur qui a une institution de rattachement en dehors de la Belgique. Et vous voyez ici les pays avec lesquels vous co-publiez le plus, de nouveau, par ordre décroissant d'intensité du mauve foncé au rose clair. Donc c'est surtout avec les États-Unis, la France. Je vais faire un zoom ici, les États-Unis, la France, l'Angleterre, l'Italie, et dans une moindre mesure aussi avec le Canada, la Suisse, l'Espagne, la Suède, etc. Et donc, c'est pourquoi le conseil d'administration a choisi de mettre en œuvre des partenariats privilégiés avec, d'une part, les fonds québécois de la recherche et d'autre part, le Fonds national suisse de la recherche, pour financer non pas simplement la mobilité des échanges de courte durée, ce qu'on fait et qu'on continue à faire, avec tous les pays ou avec des pays de partenariat privilégiés, mais ici pour financer des projets de recherche d'une durée de 3 ou 4 ans. Et donc on a eu énormément, par exemple le premier appel pour le Québec, on a eu 100 demandes, on a pu en financer 3 ou 4. Donc ça montre qu'il y a un intérêt réel de la part des communautés de chercheurs de suivre ces appels et qu'il faut réfléchir à comment les financer mieux. Donc il y a aussi une réflexion dans notre plan stratégique pour conclure quelques nouveaux accords privilégiés de ce type, en particulier avec les États-Unis, puisqu'il y a beaucoup d'intérêt des chercheurs, mais aussi la France et alors la Grande-Bretagne, puisque la Grande-Bretagne, dans le contexte d'un Brexit, ça se justifierait certainement également. Alors, il y a quelque chose qui revient souvent, ce sont les règles de cumul, etc. Je crois que c'est important de les réexpliquer. Tout ce que je viens de dire sur les instruments internationaux ne sont pas soumis à des règles de cumul, de même que le mécénat TNEVI. Ça veut dire que vous pouvez additionner ces financements aux autres que vous avez déjà. En fait, c'est parce que le bureau OCS, à nouveau, se pose régulièrement la question comment, à nouveau, s'assurer qu'il n'y a pas une concentration excessive de financement sur un nombre restreint de chercheurs. D'où ces règles, mais en même temps, il faut aussi pouvoir effectivement voir émerger de nouvelles thématiques, des petits groupes. Donc il faut combiner à chaque fois enfin, pas contradictions, mais ces besoins contradictoires parfois. Et donc, il y a une série de règles qui ont été prises. Alors les règles dites de cumul de financement ne concernent que cette partie-là, équipement, grand équipement, chargé CDR, MIS et PDR. Donc effectivement, si on a un PDR, on doit attendre d'être à la fin du PDR pour pouvoir en repostuler un PDR. On ne peut pas avoir 3 CDR en cours, etc. Donc ça permet de s'assurer qu'on finance un nombre suffisant de chercheurs. C'était important. Mais par contre, vous voyez que la surface financière là n'est pas gigantesque. Il y a quand même, donc pour l'ensemble des autres instruments, eh bien, on peut être promoteur de plusieurs aspirants, par exemple, et cumuler ça avec le fait d'avoir un CDR ou un PDR. Ça, c'est important, notamment parce qu'on estime qu'il faut que le candidat doctorant ou le candidat postdoc puisse librement choisir la personne, le promoteur avec qui il veut travailler. Et ce que j'avais dit, les ERANET s'ajoutent aussi, de même que tout ce qui est les projets de recherche stratégique comme WIST, WellBio, les projets EOS, les anciens PAI. Et donc, à nouveau, comme ça, on peut donner un support fort aux équipes particulièrement performantes, mais dans le cadre d'enveloppes budgétaires additionnel et pas dans le cadre du financement de base du FNRS où là on s'attache à pouvoir assurer un financement plus large. Oui, alors on finance aussi la mobilité, donc je ne vais pas détailler trop, mais pour aller à des congrès, des courts séjours à l'étranger. Alors ça paraît rien, mais enfin, c'est tout de suite quand même 1503 par an avec un budget qui frise les 2 millions d'euros. Et enfin, je voulais aussi, avant de passer à la dernière partie, montrer qu'en fait, on entend parfois, oui, mais la liberté de chercher, mais la recherche fondamentale est en danger, est-ce que je vais être trop contraint? Je crois que c'est intéressant de se rappeler où est-ce qu'il y a des contraintes, où il n'y en a pas. Et donc, vous voyez ici, les instruments en flouté, ce sont sur lesquels il n'y a absolument aucune contrainte. Je veux dire, un chercheur, un candidat aspirant, un chercheur permanent, il n'y a pas du tout de contrainte, c'est du pur bottom-up, les thématiques sont tout à fait libres. Les instruments ici qui sont en net, ce sont des instruments sur lesquels il y a une petite contrainte, mais l'ensemble représente moins de 20% de la masse financière annuelle, et la contrainte reste, ceci étant, également relativement légère. Au niveau de Fresh, c'est sciences humaines et sociales avec un intérêt pour un impact sociétal, et le FRIA avec quelque chose lié à l'industrie ou à l'agriculture.
Le fonds de la recherche stratégique, ça c'est le WellBio-WISD. Il y a des contraintes plus importantes dans le sens d'un intérêt porté à la valorisation, mais ce sont des choses qui ont été faites grâce à une enveloppe budgétaire supplémentaire et pas au détriment du financement de base du FNRS. Je crois que c'est très important d'avoir cela en tête. Alors, pour terminer, je reprends une rubrique avec les interrogations les plus fréquentes, parce que je reçois parfois des mails, je rencontre des chercheurs, j'entends les gens dans les commissions, et je me suis dit c'est l'occasion de donner des informations chiffrées sur des choses qui sont parfois du fantasme ou qui sont parfois bien réelles. Donc une question qui revient souvent, c'est certaines disciplines ont peu de chances d'être financées, en particulier parce qu'il n'y a pas d'experts de mon sujet dans la commission scientifique. D'abord, la non-représentation d'une discipline pointue dans une commission scientifique n'est pas forcément pénalisante. Vous connaissez les aspects de conflit d'école. Donc, ce n'est pas du tout un critère automatique de dire dans ce cas-là, mon dossier ne sera pas bien vu. Premièrement, je vais essayer aussi de montrer comment fonctionnaient les commissions scientifiques qui travaillent sur des rapports d'experts pointus à distance dans cette première étape. Alors, pour essayer d'objectiver un peu ça, nous, après chaque call, on étudie un tas de données sur ce call pour vérifier qu'il n'y a pas de biais. Donc, par exemple, on vérifie justement de voir est-ce qu'il n'y a pas au sein d'une commission scientifique une discipline qui serait systématiquement avec un taux de succès un tiers de celui des autres. Alors là, ça veut dire qu'il y aurait un biais. Une année, ça pourrait arriver parce que ça peut fluctuer en fonction de la qualité des dossiers. Mais il faut voir sur du plus long terme comment ça se présente. Donc par exemple, ici, j'ai pris l'exemple de on fait ça pour tout, hein, mais ici, j'ai pris l'exemple de la SHS3, qui est une commission qui englobe des projets de linguistique, d'art, de littérature, de philosophie, très large. Et donc, vous voyez, les taux de succès de chacune des disciplines n'est pas statistiquement significativement différent. Quand on regarde, on cumule sur plusieurs années. C'est un peu plus faible en philo qu'en littérature et art, mais ce n'est pas statistiquement, ce n'est pas quelque chose d'inquiétant. Par contre, si on avait eu un 30% et un 16%, là, on se serait vraiment posé des questions. On a fait la même chose, par exemple, en sciences exactes et naturelles, en SEN2. Là, c'est une commission qui traite de la physique et des mathématiques. Et alors, je caricature un peu, mais en mathématiques, on publie seul, pas trop souvent. En physique, des particules au CERN, on a des centaines de publications presque par an avec des centaines de co-auteurs. Bien, vous voyez que ce n'est pas pour autant, je veux dire que les membres des commissions scientifiques se respectent, comprennent parfaitement les spécificités de chacune des disciplines et ça n'implique pas de différences significatives en termes de taux de succès dans les différentes disciplines. Il y avait des questions qui m'étaient revenues aussi sur les architectes, par exemple, donc depuis l'intégration des écoles d'architecture dans les universités. Donc on a un seul architecte qui siège dans la commission SHS3, devant laquelle la plupart des dossiers d'architecture sont déposés. Mais ça n'empêche, donc vous voyez ici en vert foncé le taux de succès des candidats architectes. Il est au minimum, donc il y a un diplôme d'architecte, au minimum égal ou supérieur à celui en vert clair, des candidats devant la même commission qui n'ont pas de diplôme d'architecte. Alors, en 2016, par exemple, on dit oh, c'est quand même 2 fois plus. Attention, il y avait 5 candidats. Donc, si vous donnez 2 octrois, c'est 40%. S'il n'y avait qu'un candidat qui était passé, ce serait tout de suite devenu que 20%. L'important, ce n'est pas tellement ça, mais c'est de voir que les candidats architectes ont leur place dans les appels du FNRS. Voilà. Alors, deuxième question qui revient souvent, les indicateurs bibliométriques sont déterminants. Eh bien non, c'est juste un élément. D'abord, si c'était le cas, on ne réunirait pas les commissions scientifiques, on économiserait beaucoup d'argent et d'énergie si c'est juste pour arriver à un classement basé sur des indicateurs bibliométriques. C'est juste un élément d'appréciation parmi d'autres. Nous ne recommandons pas au FNRS d'en tenir compte. Il est exact que certaines disciplines le valorisent plus. Dans certaines disciplines, on en parle plus que dans d'autres. Mais c'est simplement un élément parmi d'autres. Et ce diagramme-ci devrait pouvoir vous convaincre de cette importance relative. Donc, on a nommé sur les 5 dernières années 70 chercheurs qualifiés parmi 600 et quelques candidats. Sur ce diagramme, on a porté le nombre de citations en fonction du nombre de publications. Et 1 point, c'est un chercheur. Donc, il y a 70 points. Vous pourrez compter, vérifier. Et là, malheureusement, je suis désolée, mais le code couleur n'est pas le même parce qu'on a dû utiliser un autre logiciel. Et donc, en gros, ici, les sciences humaines et sociales sont en mauve, les sciences de la vie et de la santé en vert, et les sciences exactes et naturelles en bleu. Et lorsque vous observez, en fait, c'est un patatoïde.
Si le critère de nomination d'un chercheur qualifié était essentiellement des indicateurs bibliométriques, on n'aurait qu'une seule zone du diagramme qui serait occupée. Alors vous pourrez me dire, oui, mais c'est différent d'un domaine à l'autre. Mais si on regarde les sciences de la vie et de la santé, qui sont réputées pour faire un peu plus usage parfois de ces indicateurs, mais vous voyez, c'est en vert. Là, on a un chercheur qui a été nommé avec 30 publications tout au-dessus, hein, et presque 2500 citations. Et puis, toujours dans le même domaine des sciences de la vie, domaine large, certes, on a, dans le fond à gauche, 3 chercheurs qui ont été nommés avec 10 publications et 300 citations. Donc ça, je pense que c'est une démonstration quand même que les indicateurs bibliométriques ne sont en tout cas qu'un élément parmi d'autres. L'anglais est devenu incontournable. Troisième question. En fait, le choix est complètement libre. Les dossiers de candidature, ça dépend des disciplines scientifiques. Vous voyez ici sur ce diagramme radar, on a mis... suivant le sensor logique, nos 14 commissions scientifiques, donc de 1 heure à 4 heures, ce sont les 4 commissions scientifiques en sciences exactes et naturelles, de 5 heures à 8 heures, les 5 commissions scientifiques en sciences humaines et sociales, et de 9 heures à midi, les 4 commissions scientifiques en sciences de la vie et de la santé. Et donc vous avez un pattern qui est d'autant plus éloigné du centre que le pourcentage de dossiers déposés en anglais est important. Et donc vous voyez que massivement, en sciences de la vie et de la santé, en sciences exactes naturelles, les gens spontanément utilisent l'anglais, à nouveau de libre choix. Et en sciences humaines et sociales, c'est plus nuancé, dans ce sens où dans 3 des commissions, c'est très peu d'anglais. Et puis il y en a 2 où il y en a plus, mais les SHS2, ce sont les sciences psychologiques et de l'éducation. En sciences psychologiques, il y a une tradition plus forte de l'anglais du domaine des neurosciences. Finalement, et en SHS5, parce que là, c'est le droit et l'économie. Et donc les gens qui sont en économie vont plus travailler en anglais, introduire leur dossier en anglais, et en droit en français. On vérifie après chaque call, il n'y a pas d'impact de la langue utilisée sur le taux de succès. Donc il n'y a pas un avantage ou pas de publier. Et c'est surtout critique pour les sciences humaines et sociales, je pense. La question vient plus de là, de se dire, est-ce que nous sommes obligés d'utiliser l'anglais ? Eh bien non. Les candidats locaux n'ont plus aucune chance. C'est quelque chose qui n'est pas abordé pour les chargés de recherche. Mais vous voyez ici l'évolution des candidats porteurs d'un diplôme étranger. Donc c'est en apportant en ordonnée le pourcentage des candidats ayant un diplôme étranger, et puis au fil des dernières années, donc les 2 courbes du dessus, ce sont des candidats post-doc, que ce soit chargés de recherche ou chercheurs qualifiés, et puis la courbe du dessous, ce sont les candidats aspirants. Et donc on voit qu'on a à peu près 50% des candidats post-doc qui ont un diplôme étranger, c'est-à-dire qui ont obtenu leur diplôme de doctorat à l'étranger. Pour les candidats aspirants, c'est ceux qui ont obtenu leur master à l'étranger. Et donc, on a regardé le taux de succès des candidats chargés de recherche ayant leur diplôme de doctorat obtenu en Fédération Wallonie-Bruxelles et ceux ayant obtenu leur diplôme de doctorat en dehors de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Et vous voyez qu'en tout cas, c'est en mauve, ceux qui sont de notre fédération, qui ont eu leur diplôme dans nos universités, ils ont un taux de succès qui est sensiblement plus élevé que les candidats venant de l'étranger. Alors l'idée n'est pas de dire que ça doit être plus élevé ou pas. L'important, c'était de vérifier, est-ce qu'ils ont encore une chance ? Ben oui, ils ont encore une chose, ils ont un taux de succès au minimum équivalent, voire généralement supérieur. 5e question, la mobilité internationale est devenue obligatoire. Je reprends mes 700 chercheurs qualifiés là, qui ont été nommés sur les 5 ans et qui étaient dans ce diagramme. Et donc, vous voyez que parmi ces chercheurs nommés, eh bien, il y avait 13 sur 57, 13 sur 70, qui avaient une expérience professionnelle à l'étranger d'une durée inférieure à 1 an. Donc, on peut être nommé chercheur qualifié sans avoir passé 3 ans outre-Atlantique. Il est évident que c'est un plus dans un dossier scientifique, mais ce n'est pas quelque chose, on doit pouvoir réussir à passer moins d'1 an quelque part, et ça ne doit pas forcément être outre-Atlantique, ça peut être aussi en Flandre ou à Lille, ça doit pouvoir être casé, et donc ça permet aux commissions de donner un plus à une petite mobilité internationale qui ne doit pas forcément être gigantesque. Et en plus, dans les formulaires, vous avez une case où vous pouvez expliquer ce que vous avez fait ou pourquoi vous n'avez pas fait de mobilité ou quels seraient les plans à cet égard. Ensuite, les dossiers évalués non financés. Oui, donc des gens qui me disent que je reçois les rapports des évaluateurs, on me dit que j'ai A et que pour des raisons financières, je n'ai pas mon financement. Et je comprends complètement l'amertume et la déception, voire le découragement. Ici, je veux juste vous montrer que c'est la réalité et que ce n'est pas juste une phrase de politesse.
Vous voyez ici pour l'appel bourse et mandat récent, c'était à peu près 1027 candidatures qu'on a reçues, aspirants, chargés de recherche, chercheurs qualifiés, à travers les 14 commissions scientifiques. Et puis on regarde ces 1027 candidatures, il y en a X qui ont eu A+, A-, B+, B, B-. Et pour chacune des notes, on a mis en mauve la proportion des candidatures qui ont eu cette note et qui ont été financées, et en vert ceux qui ont obtenu cette note et qui n'ont pas été financés. Et vous voyez que 68% des A n'ont pas été financés. Et vous voyez que même 21% des A+, n'ont pas été financés. Et donc c'est la réalité. Et je comprends la déception, mais ça c'est le résultat. Alors, donc ça veut dire que si on avait plus de financement, on pourrait aller plus loin, effectivement, dans le financement de ces candidats qui ont été évalués comme excellents. Alors on pourrait dire, comment évoluent ces notes? Oui, alors on voit, au fil du temps, pour les candidats chargés de recherche et aspirants, on a une évolution croissante de la note moyenne donnée à l'issue d'un call à travers tous les domaines scientifiques. Donc c'était B+, en 2011, et c'est devenu entre A- et A. Si on le mettait en pourcent, ce sera entre 90 et 95% en 2018. Alors on pourrait se dire, mais est-ce que c'est une inflation finalement? Les gens cotent de plus en plus haut. Moi j'entends quand même beaucoup dans les commissions scientifiques, les membres disent les dossiers augmentent en qualité. Ils sont de mieux en mieux conçus, rédigés, préparés. Donc de ce que j'entends, ça traduirait vraiment une augmentation de la qualité, ce dont on peut se réjouir, mais avec le résultat d'un nombre trop important de A non financés. 7e question. Pas de perspective professionnelle après la thèse. Je vais avoir ma thèse doctorat et puis je fais quoi? Alors, nous faisons des enquêtes depuis un certain nombre d'années, puisqu'on estime qu'en tant qu'employeur de 2000 chercheurs, on a une responsabilité morale, sociétale, de voir ce que deviennent ces chercheurs. Donc, c'est important d'avoir des faits et des chiffres sur ce devenir. On a un taux de réponse très élevé, de près de 90%. Et donc, généralement, on fait une enquête 1 an après la fin de la bourse de doctorat. Donc les paramètres d'emploi, on voit ici pour une génération, donc la génération 2016 par exemple, c'est ceux qui ont terminé leur bourse de doctorat en 2015 et on les interroge 1 an plus tard, et on voit qu'on avait seulement à ce moment-là, on avait 83% qui avaient trouvé un emploi moins d'1 an avant la fin du contrat doctoral. Ça pouvait être dans la foulée aussi, hein, donc, mais disons en tout cas moins d'1 an avant, et 16% n'avaient pas d'emploi. Certains continuaient leur thèse. Il y a certains domaines où la thèse prend plus de temps, avec d'autres financements, potentiellement. Ça, on n'a pas toutes les informations. Ce qui est intéressant, c'est que parmi ceux qui avaient un emploi, 79% estimaient que le fait de disposer d'une thèse de doctorat leur avait été utile pour trouver cet emploi. Intéressant aussi, c'est que 78% avaient un emploi qui était lié à une recherche scientifique, que ce soit dans le secteur académique ou pas. Ce qui est surtout intéressant, c'est de voir aussi que 25% avaient trouvé un emploi dans un secteur qui n'impliquait pas, dans une activité qui n'impliquait pas de la recherche scientifique. Et je crois que ça, c'est très important, parce que c'est vrai qu'il n'y aura pas assez de postes académiques pour absorber tous les docteurs qui sont diplômés actuellement. Mais être docteur, on a développé une série de compétences, d'expertise, et donc on peut valoriser ça parfaitement dans un secteur qui est autre que la recherche scientifique. Je crois qu'il faut aussi avoir conscience de ça. Et enfin, 80% de ceux qui avaient un emploi étaient satisfaits, 20% se déclaraient neutres ou insatisfaits. Alors, les chercheuses sont défavorisés. Ça, c'est une question qui revient aussi. Les femmes ont moins de chances que les hommes à nos appels. Donc, on vérifie à nouveau après chaque appel que les taux de succès sont indépendants du sexe. Et en particulier, pourquoi? Parce que nous avons en proportion moins de femmes dans les commissions scientifiques et dans les jurys. Et donc on veut vérifier, est-ce que ça générerait un biais qui ferait que les femmes ont moins de chances d'être sélectionnées et retenues. Donc ici, par exemple, on a pris les appels bourses et mandats sur la période 2011-2015. On a d'ailleurs publié ces résultats dans une revue Scientific Research Evaluation. On avait sur cette période 2238 candidats et candidates à une bourse de doctorat, et 1850 candidats et candidates à un mandat postdoc. Et vous voyez les taux de succès en noir pour les femmes, en gris pour les hommes, pour les deux catégories, et c'est rigoureusement identique, il n'y a vraiment aucun effet. Donc ça nous rassure, on se dit, ok, c'est très bien, nous n'avons pas de biais dans notre procédure d'évaluation, et on continue à le faire après chaque appel. Par contre, ça n'apparaît pas ici,
une inquiétude, c'est qu'il y a une sorte d'évaporation des femmes au cours de la carrière. Elles représentent 55% des candidats doctorants, elles représentent 45% des candidats à mandat chargé de recherche, et ne sont plus que 35% à peu près au niveau des candidats chercheurs qualifiés. Et là, c'est un vrai souci, une vraie interrogation sur laquelle je n'ai pas de réponse à ce stade. Dernière question, les projets interdisciplinaires sont défavorisés. Mais c'est une question difficile qu'on étudie avec beaucoup d'attention. Alors ici, par exemple, pour vous montrer comment est-ce qu'on fait pour aborder cette réflexion, on fait du benchmark aussi international, on essaie de voir est-ce qu'on a beaucoup de projets interdisciplinaires qui sont déposés au FNRS. Donc vous voyez sur ce diagramme les 14 commissions scientifiques du FNRS. En rouge au-dessus, ce sont les 4 commissions en sciences de la vie et de la santé. En bleu à droite, c'est les 4 en sciences exactes naturelles. Et en mauve à gauche, les 5 en sciences humaines et sociales. Et Foresight en bas, en beige. Et donc quand vous avez une ligne entre 2 commissions scientifiques, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui a déposé son dossier devant une commission et qui, parmi les 6 champs descripteurs qu'il peut choisir, a été prendre un champ descripteur de l'autre commission. Et donc ça vous montre, et plus ces commissions sont sur le diagramme proche, plus il y a d'interactions entre eux. Et donc ce qu'on voit en fait, que d'une part, alors, par exemple la SHS2, ça c'est assez intéressant, c'est les sciences psychologiques, elle est beaucoup plus proche, a plus d'interactions avec la SVS3, qui sont les sciences des neurosciences en sciences de la vie et de la santé, qu'avec les autres commissions du domaine des sciences humaines et sociales. Mais à part ce cas-là, on voit que les interactions restent quand même beaucoup plus cantonnées au niveau d'un grand domaine scientifique. Et donc voilà, on est en train de regarder ce genre de choses. Donc la question, c'est peut-être que effectivement notre système actuel décourage les gens de venir avec un projet interdisciplinaire. Et donc dans notre plan stratégique, on a un projet de développer un instrument particulier pour des projets interdisciplinaires pour essayer de les favoriser et en tout cas de ne pas les défavoriser. Mais je n'ai pas de chiffres à ce stade sur le fait est-ce qu'il y aurait un taux de succès moins bon pour les projets interdisciplinaires ou pas. Alors maintenant la dernière partie, l'évolution. Comme vous attrapez soif et faim, je ne vais pas lire tout ceci. Ceci sera publié sur notre site, mais vous voyez d'année en année des modifications qui sont apparues pour montrer qu'aussi le FNRS évolue. Par exemple, en 2013, l'adoption d'un règlement Open Access. En 2012, des mandats de chargés de recherche de 3 ans qui peuvent être pris sur 6 ans. La création en 2018 d'un observatoire des carrières de recherche et des chercheurs, l'ORCS. Donc on lance maintenant des enquêtes au niveau de toute la communauté française. On a reçu un financement particulier pour cela. Une première série vient d'être envoyée. Et il y a eu d'ailleurs une interpellation parlementaire mardi, sur laquelle, pour une fois, 2 partis qui traditionnellement s'opposent étaient tous les 2 d'accord pour dire qu'il fallait pérenniser et que c'était une bonne initiative. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Donc on va affiner beaucoup ce qu'on faisait actuellement avec nos enquêtes sur les mandataires FNRS. Alors peut-être préciser quand même qu'on a eu un refinancement de 8 millions depuis 2018 et on a ces fameux EOS qui sont ces anciens pôles d'attraction interuniversitaire. Donc ce qui nous amène à 20 millions de plus annuellement. Donc j'avais montré des chiffres de 2017 de 180 millions. Donc là maintenant on est à 200 millions. Et vous voyez, le conseil d'administration a utilisé ce refinancement de 8 millions sur les cases en net, c'est-à-dire augmenter le nombre d'aspirants, le nombre de chargés de recherche, créer quelques postes de chercheurs qualifiés, augmenter le taux de succès des PDR et des grands équipements. Et ça, justement, c'était une réponse. On n'allait pas créer quelque chose de nouveau. On allait d'abord essayer de répondre au fait qu'on avait trop de A+ et de A qui ne pouvaient pas être financés, et donc de renforcer des instruments traditionnels grâce à ce refinancement. Et pour l'avenir, je vous invite à consulter notre plan phare 2025 adopté par le conseil d'administration à la fin de l'année civile dernière. Alors c'est vrai que c'est une époque où on doit sortir ces plans stratégiques. On ne sait pas si ça servira pour avoir un refinancement, mais c'est sûrement pas négatif et c'est sûrement le bon moment pour le faire. Vous voyez ici simplement le tableau récapitulatif des objectifs qui ont été définis, avec pas forcément une priorité entre le 1 à 6, mais donc un objectif, c'est en tout cas de renforcer nos instruments traditionnels, et justement là où on a des taux de succès, par exemple les chargés de recherche de 20%, augmenter aussi pour les PDR où on a des taux de succès aussi faibles, doubler la durée des CDR, puis, et chaque fois vous avez le coût en régime de croisière de l'objectif en question. Intensifier la recherche stratégique, ça veut dire pérenniser le FRIA, amplifier le WellBio,
redynamiser le WIS de développement durable et créer un nouveau fonds pour des recherches en numérique. Et ça, ce serait donc une recherche stratégique, donc un peu plus appliquée, enfin fondamentale dans des thématiques qui permettent d'espérer une application à plus court terme et avec un financement de la région Wallonne, exclusivement normalement. Ensuite, amplifier l'international. Je mentionnais ces accords avec le Québec où on en finance 4 quand on a 100 candidats. Il est évident qu'il faut donner plus d'appui financier, sinon ça va devenir décourageant. J'ai aussi mentionné des accords avec l'Angleterre, par exemple. En quatrième lieu, en cinquième lieu, ça, ce sont 2 points importants, la recherche interdisciplinaire et les projets risqués. Donc j'ai évoqué récemment le fait qu'on se pose la question de comment motiver la recherche interdisciplinaire, d'une part, donc via la création sans doute d'un nouvel outil explicitement pour recherche interdisciplinaire. Les projets risqués, c'est aussi quelque chose qu'on voudrait développer, parce qu'on a parfois dans les commissions « Ah, mais ça, c'est une idée intéressante, mais il faut revenir l'année prochaine avec des résultats préliminaires, parce qu'on ne va pas engager tout à coup un PDR sur quelque chose, on n'est pas sûr que ça va marcher, etc. » Donc l'idée d'avoir un instrument pour projets risqués, typiquement pour des projets de 18 à 24 mois, et ensuite, lorsqu'une sorte de preuve de concept ou de résultats préliminaires sont obtenus, ils peuvent revenir dans la filière classique. Et ça, ce sont 2 choses qui ont été inspirées d'un programme québécois qui s'appelle Audace, et qui, eux, combinent les 2, et nous, on a préféré avoir les 2 en parallèle. Et puis, finalement, rationaliser la politique d'investissement dans les infrastructures sur les longues durées, sur la mise à niveau des infrastructures, les appels grands équipements, etc. Donc ça représente au total 55 millions d'euros en région de croisière, soit une augmentation de 30% de notre budget. Si on voulait atteindre l'objectif que 1% du PIB soit investi en dépenses publiques en recherche et développement, on devrait doubler ce qu'on fait actuellement. Donc avec ici, on est 30% de plus, puisqu'on est à peu près à 0,5-0,6%. Donc si on garde les équilibres, on devrait augmenter encore plus significativement. Donc simplement pour dire que ça n'est pas délirant. Et l'idée n'est pas qu'on a besoin de tout pour faire quelque chose, mais ce serait quelque chose d'un objectif réaliste. On n'aura peut-être pas tout, on n'aura peut-être qu'une petite partie, mais ça montre au moins qu'on a une vision, une direction. Alors, on a aussi, nous, des chantiers futurs en tant que FNRS. J'ai mentionné l'Observatoire des carrières et de la recherche scientifique. On voudrait créer un réseau d'alumni, de boursiers et de mandataires pour aussi développer des interactions sociales entre ces boursiers et des aides potentielles. On a un projet de monitoring, donc de mentoring, pardon, des chargés de recherche pour les accompagner dès le début de leur mandat à une réflexion sur la construction de leur carrière à l'issue du mandat de 3 ans. Et puis on développe information, communication, évidemment, et l'open science. Et j'en reste là et je suis prête à répondre à toutes vos questions. Et on voulait savoir sous quelles conditions est-ce que le FNRS pourrait envisager d'allouer à ses chercheurs permanents un budget de fonctionnement annuel comme il le fait pour tous les chercheurs qui sont temporaires. Oui, donc c'est une question qui revient régulièrement, sur laquelle le conseil d'administration jusqu'à présent ne souhaite pas accorder des crédits de fonctionnement récurrents pour plusieurs raisons. D'abord parce que le FNRS fonctionne sur l'évaluation et sur l'excellence, et donc on considère que ça fait partie des devoirs, des missions du chercheur de déposer des demandes de financement et d'être évalué sur ces demandes de façon à intervalles réguliers. Sachant, comme je l'ai évoqué aussi, qu'il y a beaucoup d'instruments de financement possibles et que les taux de succès des chercheurs de FNRS à nos appels à ces instruments sont significativement plus élevés. J'ai évoqué les CDR où on était presque à 80%. Donc, alors, on a aussi constaté qu'un tiers de chercheurs permanents, au cours des 5 dernières années, n'avaient rien demandé. 0 demande de financement. Donc ça, c'est un peu interpellant. Donc ça veut dire peut-être que la bonne nouvelle, simplement, c'est qu'ils ont leur financement par ailleurs. Et donc à ce moment-là, être dans une logique de crédit récurrent ne paraît pas la politique adéquate, même si je comprends que c'est plus confortable la demande. On a aussi constaté, en fait, les chercheurs de FNRS sont intégrés dans les universités à côté des académiques qui ne reçoivent pas des crédits récurrents très importants. J'en ai encore eu un l'autre jour qui m'expliquait qu'il avait 100 € par an. Avec ça, qu'il devait payer... oui. Enfin, ça dépend des universités, ça dépend des services, ça dépend des règles. Donc ça allait faire une sorte de deux populations. Donc pour toutes ces raisons, le conseil d'administration préfère encourager les chercheurs à déposer des demandes de financement qui sont généralement très bien reçues. On peut rappeler aussi l'intention de
Oui, les CDR, effectivement, comme ça faisait partie de nos plans stratégiques. Donc avoir un CDR pour 4 ans, et qui a vraiment beaucoup de chances d'être financé. Quand on voit les taux de succès, on est presque dans le rythme des évaluations quinquennales à ce moment-là. Voilà, oui, je ne me rappelle pas, la formulation n'est pas de moi, je ne vais pas la refaire, je vais la paraphraser. C'est qu'effectivement, on entend régulièrement des cas particuliers, de choses qui coincent sur un petit point de règlement, et on se dit qu'effectivement, est-ce qu'il n'y aurait pas moyen à toute une série d'endroits de faire passer l'esprit du règlement plutôt que la lettre, sachant que ça fait une lourdeur administrative qui est non négligeable, qui est source de temps perdu, de temps, je parle en nom ici des chercheurs permanents, mais finalement c'est du salaire FNRS qui est utilisé à des choses qui ne sont pas toujours très utiles en termes de production scientifique. Et donc voilà, y a-t-il des marges de manœuvre pour faire passer l'esprit plutôt que la lettre et aussi simplifier à certains endroits la lourdeur administrative? Enfin, alors, il y a plusieurs éléments dans la question. Moi, je pense que, alors je ne suis pas à la base quelqu'un avec une vocation administrative, une administration, pour qu'elle soit efficace, qu'elle soit opérationnelle, qu'elle soit éthique, je pense vraiment qu'elle a besoin de règlements clairs, transparents, qui soient les mêmes pour tous, et qui ne doivent pas s'ajuster aux besoins particuliers. Sinon, on ne sait pas fonctionner. Donc, je pense, de toute façon, les règlements évoluent aussi. On s'ajuste à l'évolution de l'environnement, mais c'est vrai qu'on ne développe pas des règlements pour quelques cas particuliers bien précis. Donc, on est obligé à un certain moment, vous savez, on est dans une société de recours aussi. J'ai des procès en cours à certains moments, il faut bien se rendre compte. Et donc, si on dit que le règlement, ce qui compte, c'est l'esprit, mais pas la lettre, alors là, j'imagine ce que ça pourrait devenir. Donc c'est vrai qu'on n'envisage pas de transiger, on envisage de pouvoir discuter sur des évolutions de règlement, ça oui, mais une fois qu'un règlement est pris, il doit s'appliquer. Et par rapport à la lourdeur administrative, je pense, la lourdeur bureaucratique, je pense franchement, si on compare à l'Europe ou aux programmes régionaux, je ne pense pas qu'on soit un exemple de lourdeur administrative. Mais ça n'empêche que c'est des choses qu'on a en tête, de revoir nos procédures et de voir si on peut détecter des moyens d'amélioration, de simplification. On est ravis de pouvoir le faire, c'est au bénéfice des chercheurs et de nous-mêmes, du fonctionnement de l'administration. Donc ça, c'est des choses qui ne sont pas figées, mais l'interprétation d'un règlement... Mais donc on peut faire passer le message que quand on identifie des points particuliers où l'administration... Vous venez vers nous ? Alors, à chaque fois que je soumets un projet que je suis promoteur, le FNRS redemande ma date de naissance, alors que je suis chercheur FNRS. Bon, okay. C'est des petits détails. Non, mais des choses... Non, mais non, mais envoyer au FNRS. Vous nous envoyez. Alors nous, dans la mesure de possible, c'est parfois des problèmes simplement informatiques. Il faut voir dans notre plateforme Sémaphore s'il y a quelque chose, un switch ou quelque chose qu'on doit faire. Donc nous sommes tout à fait ouverts à des suggestions et on peut y répondre dans la mesure du possible, mais dans ce cadre d'un règlement unique, comme je l'ai dit. Je pense qu'on a bien fait de distinguer l'administration d'un côté et le règlement de l'autre. C'est deux problèmes séparés. Oui, et je pense aussi. Oui. Et je suis assez d'accord pour dire que les lourds... il y a plus lourd comme administration. Quand même. Ceci dit, sur les questions de règlement, c'est vrai que ça m'est déjà arrivé, mais ça arrivait probablement à beaucoup de gens, d'avoir au téléphone quelqu'un de l'administration, Madame Léon, par exemple, qui comprend très bien qu'on est en train ici de prendre une décision un peu contre-productive, mais le règlement, c'est le règlement, oui. Je vous entends bien. Donc, est-ce qu'on pourrait au moins imaginer... ou est-ce que le FNRS le fait, finalement vous le faites sans doute, au moins collectionner ces cas où on se dit tiens quand même le règlement nous fait prendre une décision malheureuse. Oui, voilà. Tout à fait. Le chercheur là, ou la chercheur il était là, il était prêt, on ne l'engage pas parce qu'il y a 2 mois de trop après la thèse et on va devoir aller chercher quelqu'un pour 6 mois. Oui, mais il faut bien des limites. Hein? Vous devez fixer la limite à un certain moment. Voilà. Mais... Donc il y aura toujours quelqu'un qui sera 2 mois après la limite. Oui. Enfin bon, je peux entendre des choses, mais voilà, j'essaie de vous expliquer aussi de notre point de vue pourquoi on a l'air un peu impitoyable. Il y aura toujours quelqu'un qui sera juste de l'autre côté de la limite du règlement. Et alors là, ça n'a plus de fin. J'aurais voulu savoir quelle est la position du FNRS par rapport au projet de recherche en développement. Et notamment, j'ai eu l'occasion de discuter avec un président de département de Pasteur Paris, qui n'est pas censé être quelqu'un de peu compétent dans son domaine, et qui disait que certains projets qui sont développés dans le domaine de contrôle des vecteurs de la malaria sont des projets qui sont appréciés parce qu'ils sont très sophistiqués, ils font appel à des techniques très modernes, ils sont appréciés des commissions, mais que finalement leur seul intérêt c'est la carrière des chercheurs du Nord parce qu'ils n'ont absolument aucun impact au Sud.
Donc j'aurais voulu savoir, en particulier dans le domaine de la recherche en coopération, en développement, pour lequel il n'y a pas de commission particulière au FNRS, quelle est la part d'appréciation en ce qui concerne l'impact sociétal et le rapport qualité-prix des projets qui sont proposés? Il y a deux aspects, deux ou trois aspects à votre question, je dirais. Au niveau de la commission, je dirais qu'il y a quand même des projets qui sont plus sur la coopération, etc., passent plus facilement devant la SEN 4, la 4e commission des sciences exactes et naturelles, où il y a de l'habitude de gens qui font du terrain un peu partout. Donc, mais ce n'est pas spécifiquement coopération et développement, c'est sûr. Par rapport à votre question sur comment on évalue cet impact, je dissocierai deux aspects. Il y a l'aspect évaluation quinquennale d'un mandataire, et puis il y a l'aspect avis d'une commission devant des demandes de financement nouveaux. Je crois que c'est ces deux choses séparées. S'il s'agit de demandes de financement nouveaux, alors soit ils s'inscrivent dans les traditions du FNRS, c'est-à-dire qu'il faut un projet de recherche qui montre qu'il y a un avancée scientifique par rapport à un état de l'art. Et alors on peut faire état d'un impact, mais il y a aussi cette avancée scientifique qui est importante. Ça, c'est le propre d'une sorte de recherche fondamentale. Si ça n'est pas le cas, il y a d'autres modes de financement de ces projets de recherche, de collaboration. Il y a la CUD. Hein, c'est la RSCCD actuellement, mais oui. La RSCCD finance des projets pour lesquels on doit d'abord apporter la solution en même temps que le projet, et finance uniquement des mobilités de chercheurs. Oui. Il finance uniquement le bon, il y a aussi dans les pays du Sud, pas dans les laboratoires. Mais donc il y a des projets qui peuvent passer, je vous dis, en SN4. Il y a des ERANET aussi. Hein. On a des ERANET géographiques sur l'Afrique. Donc on a eu des projets vraiment liés à une sorte de coopération et développement, qui sont des projets plus appliqués. Ça, c'est l'aspect financement de nouveaux projets. L'aspect évaluation du chercheur, parce que quand on m'avait parlé de la question, je pensais que c'était ça. Donc, vous avez réfléchi à cet aspect-là. Vous avez dans le rapport quinquennal une rubrique qui est service à la société. Hein, donc, on collecte une série de données, dont les publications, dont les cours, dont l'activité, dont cette rubrique activité service à la société. Et donc je pense que cette notion d'impact qui s'inscrit dans un cadre de coopération-développement peut très bien trouver sa place et sa valorisation dans cette partie-là du formulaire, avec la possibilité d'expliquer justement en quoi c'est l'impact, en quoi consiste cette activité. Mais c'est vrai qu'on n'est pas spécifiquement outillé pour la recherche développement en collaboration développement, c'est vrai. Mais en même temps, je ne pense pas qu'on soit hermétique, d'après ce que je vous donne comme indication. C'était encore réaliste de déposer des PDR avec un seul promoteur, parce que selon son expérience, dit-elle, elle avait l'impression qu'il n'y avait pas de chance de réussir. Voilà, donc, oui, c'est ça. Donc on a reçu ça ce matin, et donc on a un système informatique qui va quand même vite. On a pu faire sortir très vite les chiffres. Et en fait, non, ça va pas du tout dans ce sens-là. Donc on a d'une part une évolution où le nombre de PDR déposés en proportion est de plus en plus faible avec plusieurs promoteurs que l'inverse. Donc on avait 45% des demandes de PDR en 2012 qui étaient avec plusieurs promoteurs par projet, et puis en 2017-2018, c'est 33% des PDR introduits qui associent plusieurs promoteurs. Ça, c'est une première chose. Et puis au niveau des taux de succès, bien, en fait, il n'y a pas d'effet significatif. Donc, par exemple, en 2018, les PDR avec un promoteur unique avaient 30,4% de taux de succès, et avec plusieurs promoteurs avaient 32,6% de taux de succès. En 2015, c'était 24,6 et 24,4%. En 2017, là, on a eu une petite différence. C'était 24% pour un seul promoteur et 32% pour plusieurs. Mais ça a été inversé en 2013, c'était 34,26. Donc, quand on lisse ça, il n'y a pas d'effet, visiblement. Donc, on n'a pas plus de chance ou moins de chance, suivant qu'on soit promoteur unique sur une demande de PDR ou plusieurs promoteurs. Et la deuxième question qu'elle posait, c'était cette question qui est parfois abordée du droit de réponse dans le processus d'évaluation, oui. Hein, qui parfois permettrait de clarifier certaines choses et d'aller assez vite et peut-être de permettre aux candidats d'être quand même sélectionnés.
Donc c'est ce fameux rebuttal phase qu'on a testé pour EOS, pour l'appel EOS. Donc le candidat reçoit les rapports des experts à distance après le premier tour et a un droit de réponse sur ces rapports. Il a une semaine pour ça. Et puis ensuite, la commission scientifique qui se réunit aura à la fois les rapports des experts à distance et les remarques des candidats. Parce que c'est vrai que ça a été très apprécié, parce qu'effectivement, vous pourriez détecter dans un rapport d'un expert à distance une erreur, une mauvaise compréhension, et le candidat à ce moment-là peut s'exprimer et la commission en tenir compte. Honnêtement, c'est le rêve, c'est très très bien, mais il faut réaliser que si on voulait faire ça pour tous les outils, ça allonge en fait la durée entre le moment d'introduction d'un dossier et le moment où le conseil d'administration prend les décisions. On doit allonger d'à peu près 1 mois. Actuellement, c'est 6 mois. Donc voilà, il faut être prêt à se dire qu'il faut modifier le calendrier et il faut voir si ces modifications conviennent toujours aux attentes des universités et des chercheurs par rapport à un calendrier d'une année académique. Et personnellement, j'aurais l'impression de dire que je ne ferai pas ça, en tout cas pour les CDR, parce que si on a 70% de taux de succès, je crois que c'est mobiliser beaucoup d'énergie. Par contre, c'est vrai, pour des candidats chercheurs qualifiés, on pourrait imaginer que ce serait une opportunité pour eux de pouvoir répondre, parce qu'il y a quand même un impact très important. Donc c'est quelque chose qu'on peut remettre à l'occasion à l'ordre du jour et de voir la faisabilité. Ça pourrait être fait de façon pilote pour ceux-là, par exemple, pour démarrer, où on a l'impression que l'impact est vraiment le plus important, puisque là, on va engager la carrière de toute une vie d'un chercheur. On vit des situations de plus en plus difficiles. Le décret paysage, je pense, va encore faire augmenter le nombre d'étudiants que nous devons former à la recherche. Vous occupez en fait de l'après-mémoire. Et je voulais voir si le FNRS parfois réfléchit à cette problématique ou est conscient de la problématique pour les universités, que nous devons accueillir de plus en plus d'étudiants qui font des mémoires, et en sciences de la vie, ça coûte cher. On n'a plus nécessairement les moyens financiers, on n'a pas nécessairement les équipements up-to-date. Donc on est en train de vivre une situation en fait, où il y a une dissociation entre l'après et l'avant de la formation des chercheurs. Je veux savoir si le FRS était conscient de la problématique. Il y a des laboratoires qui ne savent plus maintenant accueillir des mémorants. Ils nous disent qu'ils n'ont plus les moyens. Donc, je ne sais pas s'il y a une réflexion qui est en cours. Il y a en tout cas une réflexion, pas de ce point de vue-là, mais de se rendre compte du coût de la recherche et du fait que certains laboratoires me disent moi je ne prends plus de FRIA parce que je n'ai pas l'argent pour faire. Si je prends quelqu'un qui fait de la culture de cellules animales, j'ai besoin de 25 000 € sur l'année et ce n'est pas avec la hausse qu'on donne. Donc on réfléchit à ça, mais du point de vue des doctorants, de réfléchir est-ce que la façon dont on procède est la meilleure. Parce que c'est vrai que donner des bourses après, quand les gens n'ont pas les moyens de fonctionner. Par contre, on n'a pas, pour le moment, associé cette réflexion au niveau des mémoires. Là, je botte un peu en touche, c'est vrai que c'est plutôt le problème des universités. On est d'accord. Ouais. Mais par contre, on en est conscient, d'une part, et on est aussi conscient en tout cas au niveau des doctorants. Et là, on y réfléchit. Oui. Merci. Alors, une dernière ou avant-dernière question ? Bonjour, David Elsteins du LIPST. J'avais une question par rapport, on a parlé du financement récurrent pour les chercheurs. Oui. Je me demandais dans le cadre d'un chercheur qualifié qui est quand même nommé pour tout ce qu'il a fait par le passé, mais aussi pour un projet, est-ce qu'on ne pourrait pas envisager de donner aussi un crédit de recherche ou un PDR directement pour le lancer dans sa recherche? Parce que souvent ils sont nommés... Mais ça, on donne les 3 premières années, le chercheur qualifié reçoit un crédit. Oui, mais c'est environ, je pense, 10 000 €. Oui, ça dépend de son science de l'expérimental ou pas. Oui, mais donc, oui. Tous les chercheurs qui ont un point de vue expérimental à faire, je pense que ce serait quand même bien, puisqu'on a évalué le projet à ce moment-là, de peut-être donner directement un crédit de recherche ou un PDR en fonction du projet, ou en tout cas lui permettre, au moment au moment où il postule pour son mandat, de lui permettre de postuler directement à ce moment-là pour un PDR qui serait évalué en fonction du fait qu'il a son mandat ou pas. Oui, mais je pense, en fait, je n'ai pas le chiffre en tête, et je ne sais pas si on a peut-être déjà regardé. On peut simplement regarder quelle est la proportion de chercheurs qui vient d'être nommé chercheur qualifié et qui n'obtient pas son financement sur les 12 mois qui suivent. Et à mon avis, on va friser le zéro absolu parce que les commissions ont la mémoire, donc elles savent qu'elles viennent de donner un mandat de chercheur qualifié. Et ce chercheur qualifié vient avec quelque chose qui fait partie de son projet. Et donc, je pense vraiment que ce serait extrêmement rarissime, mais on pourra vérifier. Mais je n'ai pas de mémoire d'avoir... Pardon ?
Non, parce que alors vous allez... Pourquoi est-ce qu'on ne le ferait que les 4 premières années alors? Pourquoi ne pas le faire à vie? Et donc on retrouve dans la même chose. Donc parce que si on trouve qu'il y a une logique de le faire sur les 4 premières années, alors pourquoi est-ce qu'il n'y a pas de logique de le faire pendant toute la carrière? Mais bon, on va acheter quand même un coup d'œil, mais je suis quasi certaine qu'on n'a pas ce cas de quelqu'un qui viendrait d'obtenir son poste et qui n'aurait pas son financement.